Habits a Mindset Hunter. Chasseur d'habitudes et d'état d'esprit. Cazador de hábitos y mentalidad. Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddine. Bonjour les amis, nous sommes présents dans 25 pays. Merci pour votre soutien. Continuez à partager, mettre de nombreuses étoiles, les commentaires, likes. On aime, on aime, on aime. Et aujourd'hui, on va passer à des questionnements encore plus intéressants avec notre invitée Maïté Quintana. Bienvenue. L'interview de Melika. Bienvenue Maïté, je sais que ton emploi du temps est chargé, alors merci d'être là avec nous. Alors pour ceux qui ont l'ignorance, comment ça se fait, mais quand même, en quelques mots, qui es-tu Maïté ? Waouh, en quelques mots. Jusqu'à demain. Jusqu'à minuit ce soir, mais en tous les cas, bonjour aux auditeurs et bonjour Melika. Merci de m'inviter dans la petite radio ah non, vraiment, c'est très sympa. Et puis pour moi, c'est une première, donc tu sais quoi, j'adore j'adore les premières fois. Mon cerveau va mémoriser ce moment que nous sommes en train de vivre. Donc c'est sympa. C'est ça. Tu veux de l'exclu, tu vas en avoir. Tu vas aller caresser les étoiles, là. Oui, je veux. Ok, alors pour résumer un petit peu, moi, historiquement, j'étais en trouble d'apprentissage étant jeune, donc je vais faire là quand même 52 ans, donc c'était à l'époque pas recensé. Je suis multidis avec un TDAH assez élevé, donc avec de l'hyperactivité. Et par la suite, il y a peu d'années, j'ai découvert que j'étais HPI et HPE. Donc, ce qui ne m'a pas empêché en fait de pouvoir faire mon petit chemin de vie et de réussir ma vie. Pas la vie, mais ma vie. Ça c'est important parce que c'est par là que l'on doit commencer. Et aujourd'hui, ce que je fais, alors pour le reste, tout mon parcours, on le retrouve sur Internet, sur mes réseaux sociaux, etc. Et sur Forbes aussi, et tout. Oui, Force, BFM TV, oui, on retrouve un petit peu tout ça. Ouais. Mais l'idée aujourd'hui, c'était de partager un peu ma vision des rituels et pourquoi moi aussi je suis arrivée là et que j'ai monté il y a quelques années le Centre national de l'innovation pédagogique, qui est un centre de formation basé sur les sciences cognitives, l'intelligence émotionnelle et relationnelle. Justement parce que derrière, je me suis rendu compte que ce que l'on apprenait traditionnellement, finalement, ça marche pas à tout le monde, mais qu'en plus, tout le monde peut aussi aller plus vite que ce qu'il apprend aujourd'hui, très clairement. Donc, c'est comme ça que j'ai déposé un format d'apprentissage qui s'appelle la méthode NAS, donc qui est la neuroassimile, qui permet en fait d'avoir 7 fois plus de rétention d'informations qu'une formation, dans tous les cas, un enseignement traditionnel. Donc de là, j'ai ouvert aussi le Centre international de l'Ikigai. Donc l'Ikigai, c'est un vaste sujet puisque c'est travailler dans tous les cas, trouver sa quête de sens, ou avoir le sentiment d'aller jouer tous les matins au bac à sable avec sa pelle et son seau avec ses poteaux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je travaille depuis des années, parce qu'on a déjà d'une part plusieurs ikigai dans sa vie, mais en plus de ça, il est très difficile de faire comprendre à quelqu'un que finalement, quand il s'ennuie, quand il est un peu en burn-out, en burn ou en bore-out, tout simplement, c'est qu'il a fait le tour de son poste et qu'il doit monter d'un échelon de plus pour pouvoir se nourrir intellectuellement, émotionnellement, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, puisque moi j'ai passé pratiquement toute ma vie à chercher mon ikigai, et encore aujourd'hui, quand je serai grande, j'aurai d'autres projets, et c'est le côté sympatoche. Mais voilà, grosso modo, ce que je fais, c'est travailler en tous les cas tous les fonctionnements, puisque je suis passionnée moi des fonctionnements de l'être humain. Et si ça c'est ma devise, si je ne sais pas comment je fonctionne, comment je peux essayer de comprendre les autres, c'est pas possible. Donc l'idée, c'est déjà apprendre à se comprendre, se gérer émotionnellement, et ensuite on a en tous les cas une porte ouverte à 360 degrés pour réceptionner et réencoder les autres vers nous. Et ça, c'est la clé de notre survie émotionnelle. Voilà un petit peu ce que je fais de beau. C'est extraordinaire. Et alors, justement, est-ce que tu peux nous en parler, ce lien avec le mindset, l'ikigai notamment, qu'est-ce que ça permet de travailler au niveau du mindset ? Comment on peut introduire cette notion justement d'habitude, de rituel dans ce programme, donc cette méthode japonaise ?
Alors, c'est pas comment on peut l'introduire. Il est introduit dedans puisque tu travailles assez là-dedans et tu sais très bien de quoi je veux parler. Mais l'ikigai, c'est déjà aller faire un test de compétences, savoir ce que je sais faire de bien, ce que j'aime faire, travailler ma passion, quelle est ma zone de génie, parce que tout le monde a une zone de génie, d'accord ? Il y a quelque chose que tout le monde sait faire, où il voit pas le temps passer et il excelle. D'accord. Et si on travaille pas chaque jour dans sa zone de génie, on a le sentiment finalement de faire quelque chose qui ne nous passionne pas, qui ne nourrit pas, et finalement on n'a pas ce sentiment de faire les choses, en tous les cas cette satisfaction du travail bien fait. Donc ça c'est quelque chose que l'on va retrouver dans l'ikigai. Donc on fait tout ce processus, on va aller travailler les blessures de l'enfance, nos formes d'amour, etc. Et on va identifier tout ça de façon à pouvoir en tous les cas, mettre des mots sur nos mini ou nos grandes souffrances, ça c'est suivant notre échelle de douleur, et se réencoder. Et se réencoder émotionnellement, en tous les cas, c'est par le réencodage qu'on va arriver à l'alignement. Ça veut dire, je suis ce que je suis, et c'est ce que je sais faire. Voilà. Et c'est ce qui me définit. Et pour ça, quand on a des choses qui nous dérangent, on va divorcer, de soi, en partie, on va se dire, ben voilà, j'ai plus envie d'être ça. Et ben, la mécanique du réencodage passe par la création d'habitudes positives, ou en tous les cas qui nous conviennent, et pas qui conviennent à l'extérieur, mais qui nous conviennent nous perso. Et on se dit, voilà, par exemple, je vais prendre un exemple, je suis jaloux, je ne veux plus être jaloux parce que quelque part, ça me toxifie. Je toxifie la relation que je vais avoir avec mon conjoint, mes enfants, mes amis, ma famille, parce que quelque part, j'ai toujours ce besoin de contrôle, etc. Mais quand on sait, par exemple, que la jalousie, c'est une forme de peur, qui se traduit, la perte de contrôle et ne plus pouvoir maîtriser ça, on va revenir avec des habitudes qu'on va réinstaller, donc on va recodifier nos schémas de pensée. Et nos schémas de pensée, ce sont des connexions neuronales que l'on va faire un petit chemin, 1 fois, 2 fois, 3 fois, et une fois que cette habitude, en fait, quand on va aller appuyer sur ce bouton-là, ou l'activer, tout simplement, et en fait, on va se retrouver avec quelque chose qui sera beaucoup plus immédiat. C'est-à-dire une demi-fraction de seconde où on aura un encodage positif qui sera mis en place par rapport à ça. Donc on démarre d'habitude par des bips. Je me surprends à penser à ce genre de choses. Oh non, c'est pas très bien. On se tape la main gauche qui va bien. On va faire un petit bip, on va faire une rupture de pattern. Et au fur et à mesure, on va remplacer en disant je dois penser que de toute façon, ça ne m'appartient pas. Ce n'est pas ma perception et je n'ai pas besoin de contrôler ça pour pouvoir vivre et exister en tant qu'être humain. Et derrière, on va rajouter « Je suis une belle personne et je mérite le meilleur ». Excellent. Et alors ça, c'est vraiment à la portée de tous alors ? Ah mais totalement. Moi, j'ai réussi en coaching à aider des gens qui étaient dans un alcoolisme qu'ils appelaient mondain, parce que c'est mieux de l'appeler alcoolisme mondain, mais dans la vraie vie, ça reste un alcoolisme. Avec ces bips et cette réhabitude, en tous les cas, cette remise en place d'encodage, on se dit, voilà, c'est ce qu'on appelle une addiction, ça, et la jalousie ou ce genre de travers peut être considéré comme une addiction aussi. Ça veut dire que si je n'ai pas ça, je ne peux pas, en tous les cas, me compléter en tant qu'être humain. D'accord. Et alors ça peut toucher aussi les enfants, les ados ? Bien sûr, tu as beaucoup Alors, aujourd'hui, on assiste malheureusement, et hier, notre grand burn-out Instagram, Facebook et WhatsApp a été, pour moi, je trouve, une des meilleures choses. Pourquoi ? Parce que on a pu survivre à tout ça. On est là. On est là et on n'est pas mort de ça. Donc notre cerveau reptilien s'est mis voilà, puisqu'on l'a pas, c'est pas très grave. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que depuis ce matin dans la presse, on parle d'études qui sont menées sur les jeunes adolescents qui ont été gardées secrètes sur la toxification des réseaux sociaux. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, on est en train de faire une transposition de l'ego à la base. Ça veut dire de ce que je suis à l'extérieur, puisque l'ego c'est quand même quelle est mon image dans ton regard, pour la faire simplement, et c'est ce qui fait que ça alimente mon ego. Mais ça déclenche des schémas de pensée qui sont « je vais penser à ta place ». Je pense que toi, Mélika, tu es en train de penser que finalement je ne suis pas, par exemple, une très bonne journaliste, par exemple sur la radio. Mais moi, ça sera toujours ma pensée. Mais comme je m'en vais dans ton corps essayer de penser quelque chose de négatif, parce que c'est comme ça que l'on fonctionne malheureusement, je vais quand même revenir de ton cerveau avec cette croyance en pensant que tu penses du mal de moi. Et ça, c'est des schémas de pensée qui sont négatifs parce qu'ils sont à longueur de journée, ils se séquencent
et la première fois et la seconde fois, et ça devient une vérité vraie, donc ce qu'on appelle une croyance limitante. Et cette croyance limitante va dire qu'à un moment donné, voilà, tu vas penser du mal de moi, donc je vais être en insécurité à ton contact, donc organiquement, je vais te lâcher, je vais défaire ton radeau de mon bateau, et puis à un moment donné, nos chemins vont s'espacer, et toi tu vas dire, mais on s'éloigne. Oui, et puis moi je vais te dire, oui c'est ça, oui on s'éloigne. Et je vais le garder pour moi parce qu'en plus de ça, je ne pourrais pas te dire que celle que je suis devenue dans ma relation avec toi, j'ai envie de refaire marche arrière. Le cerveau sait pas faire ça. Donc on va quitter finalement son conjoint parce que finalement on est devenu la personne qu'il attendait, mais c'est pas nous. Ouais. Notre manager parce que finalement on a su toujours dire oui je vais faire la fermeture, oui je vais faire ça pour toi, oui je vais travailler à 10h du soir, mais finalement aujourd'hui on ne veut plus ou on ne peut plus pour X raisons. Et là on va dire finalement, et c'est là où ce qui était intéressant en termes de schéma de fonctionnement, c'est que le cerveau va essayer de chercher des choses qui vont mettre en place un fonctionnement de je ne veux plus travailler avec toi. Et pour avoir raison, parce que le cerveau a besoin d'avoir raison, il va aller chercher le SPARC, qui est le système d'activation réticulaire, qui est une petite molécule que nous avons derrière notre cerveau. Et là, lui, on va lui dire, tu vois, le manager, trouve-moi tout ce qui est, alors je te le fais en grande ligne, mais trouve-moi tout ce qui ne pourrait pas... Et là, on va commencer à dire, oui, mon manager, il est pas sympa avec moi, c'est un pervers narcissique, il est pas cool, c'est un mauvais manager, il est pas très... Et là, on va finir par fabriquer une croyance limitante aussi. Donc, bien sûr, les jeunes qui ont une plasticité cérébrale beaucoup plus souple que nous, qui nous avons dans notre génération ce côté où on va se dire mais pourquoi il me dit ça, et on est toujours en train de se faire l'avocat du diable, toujours en train de challenger les informations qui arrivent dans notre cerveau. Nous, enfin, les enfants, en tous les cas les adolescents et les jeunes, n'ont pas en tous les cas ce jeu de jambes mental de se dire pourquoi ils sont en train de nous faire avaler des couleuvres. Et c'est là où eux ont plus de facilité et ils cimentent beaucoup plus vite ces raisonnements qui sont dans l'ego, ce côté existentiel, ce côté où on va mettre des photos avec des filtres, alors que finalement ce n'est pas nous. Être content ou contente de recevoir des likes en disant « Ah, tu es magnifique sur cette photo-là », mais tout le monde sait pertinemment que ce n'est pas toi en vrai. Donc, on travaille l'image de ces jeunes, je trouve pas très bien, et je crains que dans quelques années, des thérapies soient mises en place pour pouvoir ramener ces jeunes adultes qui ont du mal à trouver une position dans leur écosystème émotionnel, professionnel et amical, à se réaccepter sur ce qu'ils sont réellement. Et donc le lien vraiment avec déjà la réalité, l'authenticité, et puis aujourd'hui, et non pas une version qui date d'il y a 15 ans par exemple. Et, totalement. Moi, quand je vois des profils, même LinkedIn, où quand tu vois la personne, tu dis excusez-moi, non, j'ai rendez-vous avec un autre monsieur. Et là, on te dit non, c'est moi. Putain, t'as mis la photo quand t'avais 20 ans de moins. Ou t'as pris vraiment une charge mentale qui a fait que ça t'a détruit en 6 mois. Voilà, je comprends pas. Alors que pour moi, vieillir est un privilège qui n'est pas donné à tout le monde. Exact. Et justement, il faut en profiter et être fier de notre évolution et de notre sagesse qui s'installe et qui se voit. Voilà. On a passé notre vie étant petit à vouloir être grand. Une fois qu'on est grand, on veut être sage. Et là, il faudrait rester avec un mindset, en tous les cas, physiquement, avec une tête de 20 ans. Je vois pas l'intérêt. Mais ça fait partie des modèles de schizophrénie comme ça, mentale, qui sont pas, en tous les cas, voilà. Donc ça permet en tous les cas de rituels, d'habitudes, de pouvoir réencoder, et c'est aussi simple que ça, c'est réencoder notre façon de penser. Alors déjà, moi je voudrais que tout le monde prenne l'habitude d'aller voir le CNIP. Que tout le monde prenne l'habitude d'aller faire son ikigai, hein, je vous invite. Et que ça devienne un rituel, chers amis qui vous nous entendez, qui nous écoutez. Merci encore Maïté d'avoir partagé avec nous cette tranche de vie et aussi tes astuces, tes conseils et tout ce que tu viens de nous dire sur l'importance aussi du mindset et finalement aussi l'importance de poser ses limites. Le bon plan de Mélika. Alors Maïté, peux-tu nous dire en 2 mots comment, avec tout plein de choses ingénieuses que tu nous partages, en 2 mots, comment on peut switcher de mindset et pour retrouver du sens dans notre vie au quotidien ?
Alors le mindset, je vais essayer d'expliquer ça parce qu'on va retrouver tout un tas de théories sur le net. Si je me dis, avec mon côté multidis, je comprends pas ce qu'ils veulent dire. Je vais essayer, moi, de le phraser comme je l'explique dans mes formations de dirigeants, puisque c'est là où c'est très intéressant, puisque je travaille avec cette communauté-là. En fait, le mindset, c'est j'ai un objectif, j'ai un projet. On va prendre un exemple. Je dis voilà, je veux montrer une boîte, ou je veux faire mes études, ou je veux arriver dans une semaine ou dans 21 jours à créer ce fonctionnement-là. Et bien en fait, on va réduire notre champ de vision. Vous savez, quand vous voyez les gens, on est plein pollués, et bien entendu, on a les réseaux sociaux, Internet, tout ce qui pourrait être des sources de culture et d'approvisionnement, en tous les cas de matière, mais qui finalement, dans ces moments-là, quand on veut définir son objectif, il ne faut pas se nourrir de ça. Il faut vraiment se mettre au focus. Donc, on va se nourrir de ce qu'on a besoin réellement pour mener à bien notre objectif, et on va essayer de réduire notre champ de vision un peu comme une lunette VR. Tu vois, c'est ces masques-là et là, on va réduire tout ça, et son champ de vision, on va y mettre son objectif. Et mentalement, on va récupérer son objectif, ses ressources, comment je vais le faire, c'est-à-dire son plan d'action, son dashboard, tu vois, comment on voudrait l'appeler, et sa puissance de travail, et je vais rassembler ça derrière l'os de mon front. Ça veut dire qu'en permanence, que je me couche ou je me lève ou que je fasse quoi que ce soit dans la journée, la seule chose qui doit préoccuper mes pensées, c'est ce que j'ai juste derrière cette partie osseuse. Et tout ça est là-dedans, et je ne dois tourner qu'avec ça. Est-ce que j'ai l'énergie pour faire ça? Oui. Est-ce que ce que je suis en train de faire est bon pour moi? Oui. Mon projet est là? Oui. Et visualiser en permanence, donc ça c'est les bases de la PNL, la programmation neurolinguistique, et de se dire comment je vais faire les choses, comment je vais établir mon plan et comment je vais le modéliser. Les gens qui vous expliquent, qui vous disent « Ah ouais, mais moi quand je veux faire quelque chose, je le fais. » Voilà, pif, passe, pouf. C'est pas possible. Après, on raconte ce qu'on veut. Oui. Et puis moi, j'adore les miracles, mais j'habite pas très loin de Lourdes, mais quand même, j'en vois pas beaucoup sortir en courant. Donc, voilà. Il y a des fonctionnements. Et quand les gens me disent, moi, oui, lui, j'adore ce qu'il fait, mais parce qu'il a réussi. Oui, très bien. Mais tu vois bien pourquoi il a réussi. Ah ouais, mais il a eu beaucoup de chance. Oui, c'est le haut du iceberg, comme d'hab. Voilà, regarde le back-office, regarde comment il a eu des enseignements, ce qu'il a fait de ses échecs. Et c'est ça la vraie richesse. Qu'est-ce que tu fais de tes... Alors, on appelle ça des échecs parce que socialement, on est des bons Français, qu'on adore appeler ça comme ça, puis ça fait bien de mettre de pointer le doigt dessus. Mais moi, j'appelle ça des enseignements. Si j'avais pas fait d'erreur, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Bien sûr. Je ne serais pas ce millefeuille, tu vois ce que je veux dire, et pour toi pareil, avec la petite cerise qui va au-dessus. Et le petit tiramisu. Exact, le tiramisu. Saupoudrer des chocolats. C'est vrai, partons de ce qu'on aime, chocolat, allez, spéculoos, allez. Bon, allez, cette chronique part en cacahuète. Cette chronique, elle part très gastro, je trouve. Attends, je vais appeler Michel Saran. On va appeler Michel Saran, voilà, c'est ça. Attends, j'appelle Michel Saran, il va venir nous expliquer comment on fait une mousse au chocolat qui tue. Ça fait ça. Excellent. Maïté, vraiment, le mot de la fin pour moi, et ce qu'il faut garder, selon moi, pour les personnes qui nous écoutent et qui nous soutiennent, qui nous suivent, c'est vraiment ce côté aussi de s'écouter, d'arrêter de démystifier un petit peu tous ces cas de réussite et qu'on croit que ça arrive par la chance. Non, en fait, il y a du travail derrière, et de savoir aussi poser ses limites. Donc voilà, je pense que là, les amis, vous savez tout, vous connaissez les secrets, et en tout cas, vous connaissez certains secrets de Maïté Quintana. Cette émission est maintenant terminée, et comme dit Melika, fuck bullshit, love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Melika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Infos, actu, formation, coaching, ouvrages sur melikabadreddine.com.